Eh ben, on va commencer. Donc, bienvenue à l'Institut Imagine. Donc, c'est une conférence qui a lieu à l'Institut Imagine, mais également en ligne. Voilà. Donc, merci à tous ceux d'être là. Je sais que certains d'entre vous ont pu bénéficier de visites dans nos laboratoires. Voilà, c'était une première. J'espère qu'on va renouveler l'expérience. En tout cas, n'hésitez pas à nous faire vos feedbacks sur cette visite et cette conférence, parce que c'est aussi comme ça qu'on grandit. Voilà, donc l'Institut Imagine, c'est le premier centre de recherche, de soins et d'enseignement en Europe sur les maladies génétiques. Donc on est basé, pour ceux qui sont à distance, sur le campus de l'hôpital Necker, donc on est en plein centre de Paris, et l'Institut est encore très jeune, voilà, comme nos petits patients qui viennent à l'Institut. L'Institut a 10 ans, va fêter ses 10 ans cette année, mais même si on a 10 ans, on est déjà très grand. Voilà. On a 28 laboratoires de recherche, on a 18 plateformes technologiques et on a plus de 1000 médecins, chercheurs, personnels de santé qui viennent travailler pratiquement chaque jour à Imagine. Voilà. Donc c'est un gros paquebot, Imagine, planté au cœur de Paris. Et donc, on fait régulièrement des conférences. On ouvre aussi nos portes pour des journées comme la fête de la science ou la journée du patrimoine. Voilà, parce que architecturalement, on a une architecture qui est assez intéressante. Et donc, on vous invite à venir aux prochaines journées du patrimoine. Alors pour le Génétalk aujourd'hui, c'est une journée un petit peu spéciale pour nous parce que c'est la journée des maladies rares. Et c'est une journée aussi où notre ministre, la ministre du Travail et de la Santé et de la Solidarité, Madame Catherine Vautrin, a fait des annonces sur le plan national maladies rares 4. Voilà. Donc les maladies rares sont au cœur de cette journée. Ce matin, on était à la Cité des Sciences et on a reçu beaucoup d'écoles avec des conférences, des ateliers. C'était très interactif et on termine cette journée avec vous. Voilà. Et maintenant, je laisse la parole à Gauthier qui va vous présenter le thème de la conférence. Et merci à tous les intervenants d'être là. Bonne conférence. Merci Marie. Bonsoir à tous. Alors ce soir, le thème de la conférence, c'est les coulisses des traitements du laboratoire aux patients. Donc, pour étudier cette question des coulisses, parce qu'on s'est aperçu en fait que pour le grand public, c'était peut-être un peu cryptique les différentes étapes qui permettaient d'aller vraiment de l'éprouvette du laboratoire aux patients, vraiment avec la mise en place d'un traitement. Il y a plusieurs étapes, c'est pas fait n'importe comment, et il y a aussi des spécificités pour les maladies rares. Et donc, comme disait Marie, le contexte, c'est qu'il va bientôt y avoir l'élaboration en cours du 4e plan national maladies rares, dans lequel il y a plusieurs axes stratégiques qui ont été annoncés, et dont celui des traitements. Donc c'est pour ça qu'on a trouvé pertinent de partir sur cette thématique des traitements. Donc ce soir, on a des invités prestigieux à nos côtés. Donc je vais faire de gauche à droite. Donc à ma gauche, professeur Alain Fischer, qui est membre fondateur de l'Institut Imagine, qui est professeur d'immunologie et qui est actuellement président de l'Académie des sciences. Catherine Reynaud, docteur Catherine Reynaud, qui est juste à gauche et qui est présidente du comité maladies rares du LEEM, qui est une organisation, ça se prononce comment, le LEM, voilà, qui est une organisation professionnelle des entreprises du médicament. Vous avez aussi d'autres casquettes, mais ce soir on vous présente comme ça. Et puis le professeur Olivier Hermine, vous êtes directeur à Imagine du laboratoire mécanismes cellulaires et moléculaires des désordres hématologiques et implications thérapeutiques. Et vous êtes aussi à l'hôpital Necker, chef de service hématologie et immunologie. Donc je voulais commencer peut-être pour présenter un petit peu les différentes étapes de la façon dont on fait de la recherche pour trouver des médicaments. Je voulais voir avec vous, docteur Catherine Reynaud, peut-être que vous voulez nous expliquer un peu dans les grandes lignes toutes les étapes nécessaires à la mise en place d'un traitement. Bonjour à tous, merci déjà de cette invitation.
en ce jour qui est très important pour les maladies rares. Donc c'est vrai que la recherche et le développement d'un médicament est jalonné d'un certain nombre d'étapes clés qui sont elles-mêmes encadrées par une réglementation qui est exigeante. L'idée derrière, c'est, je dirais, de garantir la sécurité et bien sûr de démontrer de l'efficacité des traitements. Donc ce chemin de l'idée au produit peut prendre quelque part plus de 10 ans. Et on estime que pour une molécule qui va être mise sur le marché, on a au départ à peu près criblé 10 000 molécules. Donc la première phase, c'est ce qu'on appelle la recherche exploratoire. Donc là, on va dire qu'on part de 10 000 molécules criblées. C'est à ce moment-là qu'on va déposer le brevet. L'idée dans cette phase, c'est d'identifier les cibles thérapeutiques et en parallèle de développer des composés chimiques ou biologiques. Ensuite, on arrive à l'étape préclinique. Donc là, on passe déjà à 100 molécules qui vont être testées. Donc c'est une étape très importante puisqu'on est avant les tests chez l'humain. Donc c'est des tests qui sont faits chez les animaux ou chez des modèles ou dans des modèles cellulaires pour évaluer l'efficacité, la toxicité, la pharmacocinétique et la pharmacodynamique. Après, l'étape qui est primordiale, ça va être l'étape de recherche clinique, qui elle-même est articulée en 3 phases. La phase 1, on va regarder la tolérance, l'innocuité des molécules, et elle se fait chez des volontaires sains. La phase 2, c'est l'efficacité et la recherche du bon dosage. Là, on va être sur une population, sur des patients hospitalisés, donc une petite population. Et enfin, l'étape pivot, donc qui est une étude qui va être faite sur une population de patients bien plus large et qui va avoir pour objectif d'être dans les conditions les plus proches de celles des conditions du traitement. Donc là, c'est des études qui seront faites en comparaison avec un traitement de référence lorsque celui-ci existe ou placebo lorsqu'on n'a pas de traitement de référence. Tout ça va nous permettre de consolider un certain nombre de données. Donc on aura un dossier qui sera soumis aux autorités sanitaires qui elles-mêmes vont donner leur approbation. Donc on aura après cela une autorisation de mise sur le marché. Donc vous avez l'évaluation de l'efficacité et bien sûr en France on a ce qu'on appelle le CEPS, le comité économique des produits de santé qui va fixer le prix. Voilà en gros les étapes d'un médicament, qu'on soit sur un médicament classique, qu'on soit sur une thérapie génique, qu'on soit dans les maladies rares, qu'importe finalement le médicament, on a toujours ces différentes étapes. Donc la recherche clinique et ces étapes cliniques, 1, 2, 3, sont vraiment essentielles. Elles sont essentielles pour tous les acteurs, pour les laboratoires, mais aussi pour les patients, parce que quelque part, c'est le premier moment où un patient a accès à un traitement. Donc c'est fondamental. Pour la France, on estime qu'il y a 500 nouveaux essais cliniques par an. Et à peu près 20% pour les maladies rares. On estime qu'ils sont à peu près financés à 60% par les industriels, parce que vous avez des essais cliniques qui sont directement mis en place par les industriels, mais il y a aussi les équipes académiques qui peuvent elles-mêmes mettre en place des essais cliniques. Ce qui est important, puisqu'aujourd'hui on parle des maladies rares, c'est de montrer que les maladies rares, par rapport à ce processus, ont un certain nombre de spécificités qui quelque part vont complexifier cette recherche. Pourquoi ? Parce que on est sur toujours des populations de patients, une prévalence qui est très faible, très peu de patients, très peu de données. Et pour bien évaluer l'efficacité ou ce qu'on appelle l'amélioration du service médical rendu par les autorités, il faut quand même un certain nombre de données. Parce que derrière, on a une méthodologie, on a besoin de statistiques. Donc moins on a de données, moins la statistique, elle fonctionne. Donc déjà, c'est un critère de complexité. Ensuite, on a souvent une dispersion géographique
des patients, on peut avoir très peu de patients, donc l'inclusion dans les essais cliniques est quand même compliquée. Une hétérogénéité au niveau de la présentation de la maladie, des symptômes qui peuvent être différents, donc souvent c'est difficile de repérer cette maladie. Un manque de connaissances, très peu de données sur l'histoire naturelle de la maladie, puisque comme je vous le disais, on ne les connaît pas. Donc je dirais qu'il y a besoin de beaucoup de collaboration finalement pour maîtriser tout cet environnement. Et cette complexité. Ok, merci beaucoup. Je voulais revenir, moi, peut-être aux toutes premières étapes. En amont de tout ça, c'est vraiment la recherche fondamentale. Et professeur Fischer, je sais que pour vous, c'est une étape qui est absolument primordiale et qu'il faut bien la distinguer d'autres étapes qui pourraient ressembler à de la recherche fondamentale, mais qui ne sont pas de la recherche fondamentale. Oui, bien qu'il y ait... D'abord, bonsoir à tous. Bien qu'il y ait beaucoup heureusement, de liens de passage dans les deux sens, mais la recherche fondamentale, donc c'est la recherche qui n'a pas pour but, a priori, de mettre au point une thérapeutique qui peut être faite dans un laboratoire absolument pas lié à un hôpital, mais qui peut aussi être fait à l'Institut Imagine. Les deux sont possibles. Et heureusement, et très souvent, donc ce sont des ruptures cognitives, c'est-à-dire des progrès vraiment très forts des connaissances, qui, in fine, même si les auteurs de ces ruptures cognitives ne sont pas eux-mêmes intéressés à des développements thérapeutiques, mais ce sont ces ruptures qui permettent des avancées. Très brièvement, deux exemples. Des chercheurs qui travaillent sur les fleurs, les pétunias, en étudiant les variations de couleur des fleurs, ont mis en évidence un phénomène très important de régulation de ce qu'on appelle les ARN, acides ribonucléiques, qui permettent de fabriquer des protéines. Et ils sont aperçus que physiologiquement, dans nos cellules, nous avons d'autres ARN qui contrôlent les ARN. C'est un peu compliqué, mais des ARN régulateurs. Et en fait, on peut faire des outils thérapeutiques de ces ARN régulateurs. Donc, une connaissance physiologique très importante, fondamentale. Aujourd'hui, émergent de nouvelles thérapeutiques qui sont en plein boom en plus. Autre exemple rapide, c'est le fameux système CRISPR-Cas9 dont maintenant tout le monde a entendu parler, les ciseaux moléculaires qui permettent de couper l'ADN et éventuellement de modifier l'ADN, donc de développer certaines thérapies géniques. On est au tout début de cela, mais les gens qui ont découvert ce système, en fait, travaillaient sur la façon dont des bactéries se défendent, s'immunisent contre des virus qu'on appelle des phages. Non, rien à voir avec la médecine et la thérapeutique. Mais à partir de ces connaissances, d'autres, en l'occurrence Madame Charpentier et Madame Doudna, ont eu l'idée de modifier ce système de ciseaux pour en faire un outil thérapeutique. Donc ce sont ces avancées de la recherche fondamentale qui, pas toujours, mais très très souvent, sont à la base des avancées de la recherche médicale, la recherche thérapeutique. Qui permettent de vraies ruptures. Voilà, c'est ce que je disais. Oui. Et justement, je voulais revenir moi à quelque chose avec lequel on a discuté avec vous, professeur Hermine. C'est sur la phase, juste avant la phase de recherche clinique préclinique. Donc on sait que dans cette phase préclinique, il y a des recherches sur des modèles cellulaires, animaux. Et vous, en fait, vous avez une approche que vous appelez One Health. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus? En quoi ça consiste et qu'est-ce que ça change dans la recherche de traitement? Quand il y a D'abord, je me présente, Olivier Hermine, excusez-moi. Merci d'être là ce soir. C'est vrai que le concept One Health, en fait, c'est de se dire que les humains, on est à part, on est peut-être au sommet de l'échelle, mais il y a d'autres animaux dans l'environnement qui font des maladies liées à leur environnement, comme des maladies infectieuses, par exemple, mais qui font des cancers et qui sont des maladies qu'on appelle naturelles. En fait, quand on fait de la recherche, on utilise souvent dans des tubes des cellules, mais aussi, comme il y a un environnement qui est compliqué, on prend des animaux qu'on va modifier pour créer une maladie et après c'est des traités pour comprendre un peu ce qui se passe. Et en fait, ça, on peut l'obtenir avec des animaux naturels, et essentiellement les chats et les chiens qui sont vraiment un repère aussi parce qu'ils vivent avec nous, donc l'environnement c'est le même que le nôtre, et puis ils font parfois des tumeurs, des maladies génétiques, etc. Et quand on fait des preuves de concept sur ces animaux, qu'on les traite et qu'on les guérit, qu'on les améliore, les chances de succès chez l'homme, elles sont très élevées. Beaucoup plus élevées que les modèles qu'on fait in vitro, parce qu'on va guérir des milliers de souris, des milliers de poissons, mais après, dès qu'on passe à l'homme, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de médicaments qui se cassent la figure parce qu'ils ne sont pas efficaces dans le contexte naturel et parce qu'ils peuvent être toxiques. Et quand on teste chez un animal, alors ce qui est intéressant, c'est qu'on lui rend service. C'est-à-dire qu'on va faire la même chose que tout à l'heure. On va tester la toxicité chez l'animal, qui est indispensable à tester avant de passer chez l'homme.
Mais en même temps, comme on prend des animaux qui sont malades, on va voir si ça guérit leur maladie. Et donc on fait des protocoles comme ça, et souvent ça marche. Dans l'histoire de la médecine, il y a beaucoup de produits qui ont été découverts, testés d'abord chez le chien qui avait des maladies naturelles et qui ont passé après le cap chez l'homme avec succès. Je pense à la cyclosporine pour les rejets de greffe, par exemple, cardiaque, chez les chiens, puis beaucoup de cancers. On avait traité un cancer du chien, on avait trouvé qu'il y avait les mêmes mutations moléculaires que chez l'homme. On a trouvé une cible, on l'a traité, on a vu que les chiens y guérissaient, donc on a testé très vite chez l'homme, que des succès certains. Voilà, donc ça c'est intéressant et c'est un concept qu'on devrait prendre parti de ça. Et puis quand on voit les animaux dans la nature aussi, ils ont plein de propriétés qui font qu'ils ne sont pas infectés, par exemple, contre certains agents pathogènes. Donc ils ont même développé des systèmes immunitaires particuliers ou qu'ils n'ont pas telle pathologie dans tel environnement. Et donc on peut avoir des pistes rapides en prenant ces modèles et puis tester aussi et traiter les animaux et leur rendre service pour rendre service à l'homme. Donc un échange entre l'homme et l'animal qui est un concept qui est extrêmement important. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a un micro qui a quelques problèmes et ça a coupé plusieurs fois. Merci beaucoup. Je voulais savoir aussi, pour le grand public, c'est peut-être pas forcément clair, combien de temps on met pour créer un traitement? Combien de temps dure le processus de recherche de traitement? Ça peut varier, j'imagine. Professeur Fischer. Oui, en prenant des exemples dans le domaine des maladies rares, je pense que ce soir, c'est vraiment l'occasion. Je dirais que ça peut être presque instantané ou prendre des dizaines d'années. Donc des extrêmes incroyables. Malheureusement, souvent, c'est très long. Mais de temps en temps, par exemple, lorsqu'une maladie rare liée à une mutation d'un gène, lorsqu'on identifie ce gène et qu'on comprend ce qui peut aller très vite dans certains cas, quelle est la fonction de ce gène et donc qu'est-ce qui ne marche pas, on peut, par chance, il se peut qu'il y ait déjà un médicament disponible et que ce médicament disponible agisse de façon même parfois extrêmement spécifique sur l'anomalie. Donc dans ce cas-là, en quelques mois, éventuellement, un traitement peut être développé. Il y a quelques exemples de ce type, pas beaucoup, malheureusement, mais quelques-uns. Et à l'inverse, ça peut prendre des dizaines d'années. Je prends un exemple de ces maladies sur lesquelles j'ai travaillé, ce qu'on appelle les bébés bulles, les enfants, donc maladies très rares qui font que les enfants ont une déficience profonde du système immunitaire. Les premiers cas ont été décrits dans les années 50. La description précise sur le plan immunologique de ces maladies s'est faite en gros à la fin des années 70. La localisation puis la caractérisation du premier gène, enfin, des deux premiers gènes provoquant ce type de maladie, ça s'est fait dans le courant des années 80 et début des années 90. Donc on est déjà à, je ne sais plus, 40 ans, je ne sais plus très bien. Et les thérapeutiques spécifiques de thérapie génique ont commencé en 2000, donc il se passe encore quelques années, et ont progressé parce qu'au début elles étaient efficaces, mais pas tout à fait sans effets secondaires, et c'est devenu efficace sans effets secondaires en 2010. Donc de 1950 quelque chose à 2010, vous pouvez faire le calcul, c'est 60 ans. Alors dans un exemple pas maladie rare, le vaccin ARN contre le Covid, dont on est très content d'avoir pu bénéficier, c'est 60 ans de recherche entre la découverte des ARN messagers dans les tout début des années 60 jusqu'à les vaccins en 2020. Donc voilà, ça donne une idée. Donc le temps de la recherche est malheureusement très souvent considérable et évidemment pas tout à fait en phase avec l'impatience légitime des patients. Bien sûr. Professeur Hermine, je crois que vous aviez aussi des exemples comme ça de temps long de certaines maladies. Ce qu'a raconté le professeur Fischer sur la thérapie génique 40 ans, il y a un peu dans le cancer aussi un peu le même exemple d'une maladie qui est rare parmi les cancers qu'on appelle la leucémie myéloïde chronique. En 1960, on a découvert qu'il y avait des anomalies de chromosomes entre les chromosomes 9 et 22 qu'on avait appelé le chromosome Philadelphie parce que c'était découvert à Philadelphie. Mais ça, on regardait un peu ce qui se passait. 20 ans plus tard, on a compris comment ça marchait d'un point de vue moléculaire. On a vu que ça activait une enzyme qui allait mettre du phosphore partout dans la cellule et la transformer. Et encore 20 ans plus tard, on a trouvé un médicament qui bloque spécifiquement cette enzyme qu'on appelle une kinase. Et on a guéri des patients qui mouraient avant en 2 ans. Maintenant, ils sont guéris avec un comprimé par jour qui n'est pas toxique parce que c'est vraiment ciblé. Ça, c'était un exemple, une sorte de paradigme qui a duré 40 ans. Aujourd'hui, grâce au progrès de la biologie moléculaire qui viennent de toutes parts, on peut caractériser une tumeur, la séquencer en 15 jours, voir un peu qu'est-ce qu'il y a qui ne marche pas dans cette tumeur. Et si par chance, on a déjà des médicaments qui marchent sur ce type d'anomalie, on peut les tester chez le patient
en direct. Donc ce qu'on faisait avant, on a mis 40 ans pour faire quelque chose, ça peut arriver qu'on peut le faire en 2 ans, voire 1 an, voire 6 mois, voire même aujourd'hui dans le traitement personnalisé, si on prend des médicaments qui ont déjà été testés dans d'autres maladies, si on comprend un peu les anomalies moléculaires de ces patients, eh bien on peut faire un traitement dit personnalisé qui peut aller extrêmement vite, même dans des maladies ultra rares. Donc là, on voit les progrès, et ça, c'est grâce à toute la technologie qui a été développée en dehors même de la médecine pour des choses qui n'avaient rien à voir, mais on a accéléré un peu le processus de la compréhension et de faire des traitements ciblés. Un autre exemple que j'aime bien raconter aussi, qu'on a fait, c'est vraiment le hasard aussi. Vous avez un médicament qui était développé pour traiter les métastases des cancers du sein au niveau des os, qui bloquait une molécule. Voilà. Bon, le traitement, il n'a pas marché. Mais par contre, on a vu qu'il y avait un effet secondaire. Un effet secondaire, ça faisait monter l'hémoglobine. Et nous, on travaillait sur le mécanisme de cette molécule depuis 20 ans, mais vraiment de la recherche fondamentale pour comprendre comment on fabrique les globules rouges. On s'est dit, tiens, il y a une molécule là qui ressemble à ce qu'on a trouvé et qui en plus fait monter les globules rouges dans une autre maladie. Et donc on l'a testé dans les malades qui n'avaient pas assez de globules rouges. On a vu que ça avait fait monter, et en même pas 2 ans, ça a permis l'enregistrement du médicament dans certaines anémies. Donc là, on a eu de la chance parce qu'on a regardé un médicament qui a été finalement abandonné pour son indication initiale et qu'on a repositionné dans une autre indication. Et ça, c'est un peu, on en parlera après sans doute, mais ce qu'on appelle le repositionnement de certains médicaments. Quand on comprend mieux la biologie moléculaire et les mécanismes de maladie, eh bien on peut prendre un médicament qui est déjà là, il suffit juste de démontrer qu'il est efficace. On n'a plus à faire toute la préclinique, toutes les phases 1, on passe directement en phase 2 pour déterminer la dose, et après éventuellement en phase 3, et même parfois quand c'est des maladies très rares ou ultra rares, on peut enregistrer en traitant 5 malades avec un médicament qui était déjà connu et qui est efficace. Donc il peut y avoir des accélérations, mais qui sont quand même fondées sur une recherche fondamentale de plusieurs années, quoi. Il y a aussi un autre effet de la recherche sur les maladies rares, ça peut être des retombées. On avait fait une table ronde sur cette thématique-là, mais on peut l'évoquer. Il peut y avoir des retombées thérapeutiques inattendues dans des maladies plus fréquentes. Professeur Fischer ? Oui, c'est un intérêt d'étudier des maladies rares, c'est de comprendre des mécanismes physiologiques, que ce soit dans le domaine qui me concerne, dans l'immunologie de l'inflammation par exemple, ou un exemple de ce type où avaient été développés des médicaments pour neutraliser ce qu'on appelle une cytokine, c'est une des molécules qui est produite par les cellules du système immunitaire et qui ont des effets, en l'occurrence une qui s'appelle l'interleukine 1 qui provoque beaucoup d'inflammation, et parfois il y a un excès d'inflammation, il y a un excès de cette molécule, donc elle avait été produite dans les laboratoires avec l'idée de traiter certains types de maladies inflammatoires, mais il se trouve que ça ne marchait pas. Donc ces molécules étaient quasi à l'abandon quand, en fait, a été découvert qu'il existait des maladies très très rares, mais dans lesquelles, de façon extrêmement spécifique, il y a un excès de production d'interleukine. Donc c'était un tout petit créneau, mais dans ce petit créneau, le résultat a été spectaculairement positif, parce que ça rejoint exactement ce que disait Olivier Hermine il y a un instant, sur le caractère très spécifique de compréhension d'un mécanisme d'une maladie. Mais à partir de la deuxième vie, si je puis dire, de ce médicament, on a trouvé d'autres applications sur des maladies moins rares. Donc, et il y a un autre exemple qui était très connu maintenant, qui est dans le domaine du métabolisme et de l'hypercholestérolémie. Il y a une molécule à un nom compliqué qui s'appelle PCSK9, qui régule le taux du mauvais cholestérol. Et une équipe française, Catherine Boileau, avait montré que certaines mutations de ce gène faisaient que les gens avaient très peu de mauvais cholestérol. Donc, clairement, cibler cette molécule peut être une façon de faire baisser le taux de mauvais cholestérol, ce qui est au moins important chez des gens qui ont des taux très très élevés, mais on peut discuter même dans des situations moins rares. Et donc, ont été depuis développés différents types de médicaments. Ça va de l'ARN à des molécules chimiques, la thérapie génique. Il y a plusieurs stratégies pour cibler PCSK9. Il y a beaucoup d'études en cours dans ce domaine, et donc agir sur des formes très sévères d'hypercholestérolémie, soit les très 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 sévères rares, soit des un peu moins sévères, mais pas si rares que ça. Donc c'est de très, entre guillemets, beaux exemples sur le plan intellectuel et pratique, où la mise en point d'un traitement pour une maladie très très rare a des conséquences pour des maladies moins rares. Donc ce qui est en soi, indépendamment de l'intérêt éthique de chercher à soigner les gens qui ont des maladies rares, mais c'est aussi un intérêt d'avoir vraiment une focalisation et des investissements importants sur la recherche sur les maladies rares. Et ces liens, ce va-et-vient n'est pas si rare, pour le coup.
Ça n'arrive pas tous les jours quand même, mais il y a quand même des exemples comme les deux que je viens de citer qui sont vraiment marquants. Pour ceux que ça intéresse, on avait vraiment fait une conférence focalisée sur cette thématique qui est disponible sur la chaîne YouTube de l'Institut, avec le professeur Hermine d'ailleurs. Donc il y a pas mal d'exemples, voilà, si ça vous intéresse. Je voulais revenir peut-être dans la mise en place de médicaments. Il y a tout un écosystème, des partenariats, des gens qui travaillent ensemble, qui font pas forcément exactement les mêmes métiers. Et je voulais voir avec vous, docteur Catherine Reynaud, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu cet écosystème et comment ça fonctionne pour mettre en place un médicament? Parce que entre le chercheur qui est dans son laboratoire avec son équipe et les collaborations internationales qu'il peut y avoir, et il y a ensuite d'autres acteurs. Et comment ils travaillent ensemble? Comment ça se passe? Donc c'est vrai que la question de l'écosystème est fondamentale, notamment si on prend le point que pour les maladies rares, il y a 90% des maladies rares qui actuellement ne disposent pas d'un traitement. Donc on a vraiment besoin d'une accélération. Et je pense que c'est un objectif fort du 4e plan maladies rares. Donc globalement, avant de passer aux partenaires, ça veut dire qu'il faut un écosystème favorable et attractif à la mise en place, à l'accès, à la mise en place d'essais cliniques. Donc une réglementation qui va permettre de raccourcir des délais et d'assurer quelque part que les patients puissent avoir un accès. Et c'est quelque part ce système un cercle assez vertueux, parce que ce cercle vertueux, on a une compétition internationale, va favoriser les investissements publics-privés, va soutenir, par exemple, ces investissements vont soutenir la recherche académique, vont soutenir tout cet écosystème de biotech, de start-up, et quelque part assurer que les patients aient un accès au traitement. Donc, les maladies rares, on dit que c'est rare puisqu'on estime qu'il y a c'est un patient sur 10 000 personnes, mais il faut voir qu'il y a de l'ultra rare, de l'ultra rare, comme ça qu'on dit, c'est-à-dire que c'est un patient sur 50 000, voire un patient sur 1 million. Et là, quelque part, le business model, le modèle économique est complètement différent. On a besoin de collaboration, on a besoin de partenariat. Parce que comme je l'ai dit préalablement, il n'y a pas de connaissance de la maladie. Donc là, je dirais que les associations de patients ont un rôle fondamental, mais on y reviendra. On a besoin d'avoir des compétences différentes. Vous voyez, il y a des biotech qui travaillent et qui sont des experts de l'intelligence artificielle, ce qui n'est pas forcément le cas d'un laboratoire. Et on voit que grâce au développement de ces outils, le temps préclinique va passer en moyenne de 4 ans à 4 mois. Donc voilà, une grosse quand même accélération. L'IA va permettre aussi de prédire si un patient peut recevoir tel ou tel traitement. Donc beaucoup d'améliorations. Donc ces partenariats vont vraiment permettre une flexibilité, une agilité qu'on n'a pas individuellement. Derrière tout ça, il faut évidemment, ce que j'appellerais une force de frappe, des moyens. Toute cette recherche coûte cher. On estime en moyenne, le cabinet Deloitte dit que c'est 2,3 milliards en moyenne d'investissement pour accéder à cette molécule. Bon, évidemment, c'est une moyenne. Mais derrière ça, je vous parlais du rare, de l'ultra rare. Si vous avez très peu de patients, vous mettez en place un essai clinique, s'il y a 2-3 patients, quelque part, ils vont être pris en charge durant cet essai clinique. Donc derrière, bien sûr, il n'y a pas la période de commercialisation. Ou alors, il y a tellement peu de patients, tellement d'investissements ou tellement de prise de risque que, oui, il faut être transparent, ce n'est pas un modèle qui va forcément intéresser le privé. Par contre, des partenariats publics-privés, comme ça peut se faire aux États-Unis, et là, l'Europe met ça en place, où vous avez des fonds publics, des fonds privés, vont pouvoir travailler ensemble
pour mettre en place ces essais cliniques, pour favoriser une recherche sur des maladies comme ça. Donc c'est très intéressant, mais je pense que voilà, l'Europe est vraiment le bon échelon aussi pour tout ça, vu la dispersion qu'on peut avoir des patients, le besoin de données et le besoin de financement, puisque ça doit être quand même collectif. Merci beaucoup. Professeur Fischer, vous vouliez réagir sur un point tout à l'heure, peut-être ? On verra ça tout à l'heure. Ok, très bien. Vous parliez du rôle des patients, donc on va en parler maintenant. Quelle est la place, le rôle des patients dans la recherche de traitement dans le cadre des maladies rares ? Parce que c'est assez spécifique. Les patients ont un rôle assez central. Est-ce que vous pouvez... alors peut-être d'abord professeur Fischer et ensuite Catherine. Je pense que c'est vrai dans l'absolu et c'est particulièrement vrai dans le cas des maladies rares, parce que s'il y a bien des personnes qui connaissent le mieux les maladies et des maladies rares, ce sont les patients eux-mêmes ou leurs familles quand il s'agit de jeunes enfants. Donc aujourd'hui, il y a vraiment une évolution conceptuelle, je pense, qui était quelque chose d'inimaginable il y a 20 ou 30 ans, qui est en partie venue de la recherche thérapeutique sur le sida, où il y a eu vraiment une évolution avec une participation très forte des associations de patients dans le développement des essais thérapeutiques ou les résultats des essais thérapeutiques. Mais les patients et leurs familles sont souvent les mieux à même de définir quels sont les critères qui les intéressent, qu'est-ce qu'ils veulent voir améliorer. Les médecins, à juste titre, pensent survie. C'est évident qu'il faut penser survie lorsqu'il s'agit d'une maladie mortelle. Mais à côté de l'aspect vivre, il y a vivre avec une qualité de vie raisonnable, en termes de douleur, en termes de préjudice physique, de préjudice psychologique, esthétique, etc. etc. Et c'est évident que les patients ont leur mot à dire. Et aujourd'hui, beaucoup d'essais thérapeutiques, il y a même certains pays où c'est obligatoire, je crois au Canada notamment, mais d'autres, quelques autres, où l'élaboration d'un essai thérapeutique doit impliquer, et c'est une bonne chose, les patients eux-mêmes, pour mieux définir les objectifs primaires, secondaires, etc. Bref, qu'est-ce qu'on cherche à faire avec une nouvelle thérapeutique ? C'est vraiment dès le début. Oui, c'est très important que ce soit dans la définition des objectifs. Quels critères on recherche dans telle maladie avec tel traitement ? Et encore une fois, évidemment, les médecins, les chercheurs ont leur mot à dire, mais les patients eux-mêmes, parce qu'ils ont une autre vision de la maladie qu'ils ont au quotidien à travers tous les aspects que j'ai brièvement évoqués, sont à même de définir parfois bien mieux les critères qu'il faut retenir pour apprécier l'efficacité d'un traitement. Merci beaucoup. Catherine Reynaud, vous aviez quelque chose à ajouter là-dessus, sur le rôle des patients ? Non, je vais aller dans le même sens que le professeur Fischer. Je pense que les patients, maintenant, c'est essentiel à toutes les étapes de vie du médicament, et je sais que voilà, les industries aussi mettent en place des comités patients pour définir les essais cliniques, les différents critères, et puis on le voit dans le système de l'approbation de ces produits, qu'on demande l'avis aux patients au niveau de la haute autorité qui va par exemple évaluer l'efficacité, on va dire, du traitement. Là aussi, ils vont demander leur avis aux patients via un questionnaire, parce que c'est vrai qu'un traitement peut être efficace ou pas, sauf que vu par un patient, ça peut complètement changer sa qualité de vie, son quotidien. Si vous avez un traitement efficace, mais que vous avez beaucoup d'effets secondaires, quelque part, vous n'avez pas la même qualité de vie. Donc ça, ce sont des choses très importantes. Et puis, dans l'évaluation, on a besoin du recueil des données au moment des essais cliniques, mais aussi des données quelque part dans la vraie vie, pour voir si on peut ajuster, pour voir comment ça marche finalement au quotidien pour ces patients. Donc c'est vrai que l'expérience patient est quelque chose de fondamental. C'est plus développé, plus pris en compte dans d'autres pays, oui, les États-Unis, le Canada ou des pays nordiques. Mais bon, ça avance pas mal en France et c'est vraiment pris en compte de plus en plus. Merci. Je voulais aborder aussi les traitements innovants, donc qui sont de plus en plus nombreux. Quelle est leur place et quelle sera leur place demain, dans un avenir proche, dans l'arsenal thérapeutique contre les maladies rares ? Professeur Fischer. Alors, on l'a évoqué depuis le début de cette séance, et c'est une très très bonne nouvelle grâce au progrès de la recherche dans différents domaines.
il y a effectivement une série de médicaments innovants qui arrivent sur le marché, que ce soit des molécules chimiques, que ce soit des biothérapies avec des anticorps, des cellules, des ARN, de l'ADN, de la thérapie génique. Il y a tout un éventail, et puis même on pourrait encore ajouter d'autres procédures. Donc c'est une excellente nouvelle. Mais cette excellente nouvelle pose une question difficile de nature éthique et économique. C'est l'accessibilité de ces traitements, parce que ces traitements coûtent extrêmement cher. On peut montrer quelques exemples. Dans tous les domaines, il en est ainsi. Par exemple, a été mis au point, et c'est un magnifique résultat, un traitement par une trithérapie chimique, la mucoviscidose. La mucoviscidose, je pense que c'est une des maladies génétiques les plus fréquentes. C'est pas la plus fréquente. Je vais en parler de la plus fréquente après, la drépanocytose, mais quand même qui touche à peu près une personne sur 5000 en France. Et il y a une trithérapie qui vraiment transforme la vie de ces patients. C'est indiscutable. C'est maintenant quelque chose qui est opérationnel depuis 2-3 ans. Le coût du traitement, c'est 200 000 € par an et par patient. 200 000 € par an et par patient. Avec les rabais, sans doute un petit peu moins, mais enfin, le prix officiel. Donc c'est un prix absolument colossal. Et si on calcule, imaginons demain, je l'espère, que tous les patients français reçoivent ce traitement. Ils sont entre 5 et 6 000. Vous pouvez faire la multiplication. Est-ce que ça représente comme somme qui doit être pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie? Les thérapies géniques coûtent de l'ordre, celles qui se sont développées récemment, de l'ordre de 2 millions d'euros par patient. Donc c'est une seule fois. Donc c'est évidemment d'une certaine façon moins cher, mais c'est quand même absolument considérable. J'ai évoqué tout à l'heure les ciseaux moléculaires CRISPR-Cas9. La première application vient d'être avalisée, d'abord aux États-Unis, puis en Europe, et maintenant en France, pour la drépanocytose et la thalassémie. La drépanocytose, c'est 30 000 malades en France, et sans parler des très nombreux malades qui sont dans des pays moins solvables. Le coût de ce traitement est de 1,9 million d'euros. Donc imaginons, c'est théorique, parce qu'il est évident que les choses ne peuvent pas se faire ainsi, même sur un plan technique. Mais 30 000 fois 1,9 million d'euros, voilà. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je prends juste des exemples, la liste est malheureusement très très longue. Donc il y a une difficulté économique majeure, liée paradoxalement à l'émergence de toute une série de traitements, et qu'il va falloir essayer de prendre en compte. Donc les laboratoires, je ne vais pas parler à votre place, mais vont nous expliquer que ce sont les nouveaux traitements très compliqués à mettre en œuvre, d'une part, ce qui n'est pas faux, mais enfin, il y a des choses à dire là-dessus, mais surtout que certains, au moins les thérapies géniques, on puisse espérer que ça soit, entre guillemets, one shot, c'est-à-dire un traitement pour la vie. Le problème, c'est que c'est quand même pas si simple, et que pour toute une série d'exemples, l'hémophilie, par exemple, c'est probablement pas une fois pour toute la vie. Pourtant, ça coûte aux États-Unis 3 millions de dollars par malade. Enfin bon, c'est compliqué. Et il y a à revoir, à mon avis, le système économique d'établissement du prix de ces médicaments. Je pense que si on continue ainsi, et c'est beaucoup poussé par le système des États-Unis, parce qu'aux États-Unis, il n'y a pratiquement pas de régulation des prix, c'est discuté directement entre les industriels et les compagnies d'assurance qui, pour les patients qui peuvent les payer, assurent le remboursement. En France, ça a été fait allusion tout à l'heure, il y a le CEPS, il y a des négociations même assez dures, je crois, avec les industriels. Donc il y a une certaine régulation, mais néanmoins, vu la pression qui vient des États-Unis, ces prix, j'en ai évoqué quelques exemples à l'instant, sont extrêmement onéreux et à terme, vu la logique d'extension du nombre de ces médicaments innovants, encore une fois, très bonne nouvelle, vont poser un problème économique majeur et il faut trouver des solutions. On peut en discuter si vous le souhaitez, mais je ne veux pas être trop long dans mon intervention. Merci beaucoup. Peut-être que ça pourra être l'objet d'une question à la fin. Catherine Reynaud, est-ce que vous avez... Je vous laisse prendre la parole sur cette thématique-là, qui est pas si simple. Non, mais on est complètement d'accord. Alors, c'est vrai qu'il y a un côté, vous l'avez dit, hein, qui apporte plein d'espoir. Je sais que le LEM a fait un rapport, ce qu'on appelle un rapport d'horizon scanning, pour un petit peu voir tout ce qui allait arriver sur le marché. En avril 2022, il y avait dans le monde 2801 essais cliniques sur les maladies rares, des essais cliniques industriels. On n'avait pas le versant économique. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup plus que ça. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y avait 15% de ces essais qui étaient aussi qui étaient pédiatriques et qui couvraient 195 maladies différentes,
dont 43% d'ultra rares. Et au niveau des mécanismes, donc sur tous ces essais cliniques, on avait 936 mécanismes d'action différents et le mécanisme, enfin la thérapie génique était classée au 27e rang. Donc c'est vrai qu'on voit que ça arrive. Donc c'est une innovation fondamentale, mais qui effectivement coûte cher. Alors, vous l'avez dit, on ne peut pas comparer la France et les États-Unis. En France, les prix ne sont pas libres, les prix sont fixés par l'État avec différents mécanismes. On a une régulation qui est très très forte. Actuellement, donc on n'a pas encore toutes ces innovations, mais actuellement, le coût de l'enveloppe médicaments sur le coût global de l'assurance maladie, c'est que 11%. Et ça fait plus de 10 ans qu'on est assez stable, parce que oui, les négociations sont compliquées et que la régulation est très forte. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on donne un prix comme ça, oui, c'est un prix facial, que derrière ça, il y a les mécanismes de régulation, dont les remises. Donc ça veut dire qu'on baisse déjà de 40%, que les prix baissent en gros en moyenne tous les 3 ans. Et derrière, je ne rentrerai pas sur les aspects techniques, mais il y a encore différentes taxes. Maintenant, ça ne répond pas aux problèmes, et notamment au problème des thérapies géniques. Donc oui, c'est compliqué à produire, ça coûte cher en termes de production, mais je dirais plutôt que c'est un changement de modèle. Parce qu'il y a une prise de risque au départ, on ne sait pas si finalement ce produit va être commercialisé, et comparativement à une maladie chronique, c'est vrai que la promesse qui est faite au départ, c'est de se dire c'est une injection. Donc on ne peut pas comparer le prix des médicaments. J'ai entendu quelqu'un qui disait, je vous le dis parce que c'est absolument pas de moi, on ne peut pas comparer payer un loyer et payer une maison. Bon, je ne sais pas si on peut formuler ça comme ça, mais je dirais que le financement de ces thérapies, c'est très compliqué. C'est comme si vous essayez de dire, tiens, je vais donner un prix à une ampoule électrique qui va être à peu près éternelle, mais voilà, on est tous conscients qu'il y a besoin d'une réflexion collective pour trouver le bon modèle de prix de ces thérapies pour que on n'en soit pas... Enfin, on est toujours de l'investissement, on est toujours un accès et qu'en même temps que ça soit soutenable pour la collectivité. La France a commencé à y réfléchir et a mis en place, donc pour l'instant on n'a pas le décret, mais un article qui apporte deux choses. Un, qui permet un fractionnement de ce prix. Et surtout, ça veut dire comme si vous aviez des étapes. À chaque fois, vous allez regarder si, effectivement, ce produit est efficace. Et s'il ne l'est pas, donc ça, tout est aussi dans la définition de qu'est-ce que c'est que l'efficacité. S'il n'est pas efficace, là, vous n'êtes plus payé. Et bien sûr, on peut se dire au début c'est très cher, mais c'est comme tout, ça diminue. Donc c'est pas forcément la réponse, mais je dirais qu'il faut avoir une réflexion collective et surtout s'assurer qu'on continue à pouvoir investir dans cette recherche et les mettre à disposition. Vous vouliez réagir? Oui, sur 2 points quand même, je me permets, pardon. Sur la baisse au cours du temps des traitements, moi je veux bien, mais je prends un exemple. Il y a une maladie rare qui s'appelle Ménil-Gaucher, qui est une maladie de surcharge, où on peut traiter les patients de façon tout à fait efficace et en place depuis maintenant, je pense, une quinzaine d'années, en apportant l'enzyme déficiente à ces patients sous forme d'injection. C'est très efficace. Mais le prix des médicaments, il y a 3 laboratoires pharmaceutiques qui produisent cette enzyme. Le prix n'a à peu près pas varié depuis 10 ans. Et l'autre point, je vais prendre l'exemple des CAR-T, qui aujourd'hui, Olivier Hermine les connaît bien, et donc qui est une forme de traitement intéressant, même très intéressant, de formes les plus sévères de leucémie et de quelques autres maladies. Le prix facial est de l'ordre de 350 000 €. Le prix donc, est sûrement un peu moindre, mais enfin, il est assez élevé. Il se trouve qu'à Barcelone, dans un hôpital public, un chercheur a réussi à développer
dans des conditions pharmaceutiques ad hoc, une production de cartés qui sont utilisés in situ pour les malades de cet hôpital de Barcelone. Et le prix auquel ces cartés sont facturés sont le même produit, le même type, enfin c'est pas exactement le même produit, mais c'est le même niveau d'efficacité, facturé 90 000 euros. Donc il montre qu'il y a une marge de manœuvre possible, et c'est là où je diffère un tout petit peu. Je pense que les négociations sur les prix peuvent aller un peu plus loin. À mon avis, il y a deux pistes intéressantes, qui sont toutes les deux difficiles, mais c'est réfléchir à une négociation des prix, non pas à l'échelle de pays, mais à l'échelle de la communauté européenne, ce qui s'est fait pour les vaccins contre le Covid, avec un certain succès, qui ont permis d'abord de faire en sorte que tous les pays européens bénéficient de ces vaccins, et à des prix qui ont été négociés à un niveau plus bas que ce à quoi ils ont été vendus ailleurs. Et l'autre exemple, c'est celui de Barcelone. On peut imaginer, peut-être d'ailleurs en particulier pour les maladies ultra rares, où les marchés sont quand même plus compliqués, mais aussi pour des carticelles et d'autres, de mettre en place des systèmes publics-privés, mais sans but lucratif. C'est pas simple, mais au moins on a une preuve de concept à Barcelone que cela est envisageable. Je pense que la coexistence de ce système avec le système classique serait intéressante. Merci. Pour conclure, je voulais poser une question justement sur donc là, pour 4e plan national maladies rares, il y a un axe qui a été stratégique qui est les traitements. Professeur Hermine, selon vous, pourquoi est-ce que cette thématique apparaît maintenant ? Est-ce que la recherche est arrivée à un degré de maturité, à un certain degré de maturité ? Excusez-moi. Est-ce que vous pouvez peut-être faire une petite conclusion à cette table ronde sur cette thématique ? Je pense que pendant longtemps, les maladies rares, moi je me rappelle au début, je ne suis pas si vieux que ça, mais il y a comme une vingtaine d'années ou une trentaine d'années, c'était on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas comment ça marche, on ne connaît pas le pronostic, et en plus il n'y a pas de traitement. Donc finalement, il y avait quelques connaisseurs qui voyaient des patients et qui disaient je ne sais pas très bien, mais je vais vous aider. Enfin, vous êtes ce qu'on appelait vraiment du supportive care, en disant on va aider à prendre en charge socialement et tous les jours et rassurer les gens, mais on n'avait pas grand-chose. Et puis c'était vraiment très émaillé sur le territoire. Et c'est vrai que la France a été très pionnière là-dedans avec le premier plan de maladies rares, en disant il faut que chaque patient qui a une maladie rare puisse voir un médecin qui connaît la maladie ou en connexion avec un centre de référence à moins de 150 km de chez lui. Donc ça a été un premier plan de dire au moins qu'il y ait un maillage. Et puis il y avait des leaders de certains centres de référence qui faisaient de la recherche. Typiquement, Imagine, c'est pour ça qu'il y a eu cette IHU, parce que depuis le début, on commençait à dire il faut comprendre ces maladies, les classer et puis les traiter. Mais ce n'était pas le cas un peu partout, et c'était pas évident. Et donc maintenant qu'on a ce maillage, qu'on comprend un peu mieux les maladies, qu'il y a une recherche qui a été faite, et puis en mettant beaucoup de patients ensemble et en maillant ce territoire, on a mieux compris la physiopathologie des patients. Et maintenant, l'objectif, c'est de traiter les malades, c'est d'éviter qu'ils soient suivis de façon chronique, alors que si on les traite, typiquement, comme disait Alain Fischer, la thérapie génique, c'est une injection, et après, si vous êtes guéri, on ne voit plus. Enfin, j'exagère un petit peu, mais c'est un peu ça l'objectif. Aujourd'hui, on est passé dans cet objectif, et même dans les maladies génétiques, pendant longtemps, c'était on va essayer de classer, de faire un diagnostic et de trouver un gène. Et une fois qu'on a trouvé le gène, à l'époque, il y a 20 ans, c'était de la science-fiction de se dire qu'on va trouver un traitement. Maintenant, on l'a vu, tout ce qu'on peut faire, la thérapie génique, et pour revenir un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, il y a quand même plusieurs technologies de thérapie génique, que ce soit les rétrovirus, les lentivirus, les adénovirus, etc. Et on peut imaginer à terme avoir des plateformes et on met dedans le gène qu'on veut remplacer et qu'on n'ait pas à refaire tout le développement pour chaque maladie génétique qui finalement devient ultra rare. Il y a des patients, il y a 3 maladies et on se recommence tout à zéro, on va perdre du temps. Typiquement, ce qui s'est passé pour le virus du Covid, le vaccin ARN, on peut changer l'ARN en fonction des variations du virus et on ne fait pas tout le développement et qui a mis presque 2 ans à se faire, plus les 60 ans de recherche au préalable. En 15 jours, on peut changer le vaccin et sans tout refaire parce qu'on sait que la sécurité va être à peu près identique. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a pas mal de progrès qui ont été faits. Et puis après, quand on voit le repositionnement de médicaments, quand on voit des stratégies très rationnelles et très scientifiques en comprenant certaines voies et qu'on peut les bloquer ou les activer, je pense qu'on va aller beaucoup plus vite et on est prêt aujourd'hui. Et surtout, les patients sont là, ils sont bien regroupés en association, les centres de référence savent prendre en charge ces patients et on peut faire des essais beaucoup plus rapidement. Et puis grâce à des techniques comme l'intelligence artificielle, on peut vraiment repérer quel patient va répondre mieux à quel type de traitement et aller beaucoup plus vite. Merci beaucoup. Je pense qu'on va passer aux questions du public. Il doit nous rester une dizaine de minutes pour les questions du public.
Est-ce que vous avez des questions? Oui. Attendez, juste, on vous amène un micro pour que les personnes qui sont en ligne puissent vous entendre. Oui, j'ai plusieurs questions. Je suis concernée par les maladies rares. Depuis mon enfance, mais l'errance thérapeutique, effectivement, est arrivée hyper tard. J'avais plus de 40 ans, donc c'est un peu difficile d'avoir vécu sans traitement adapté pendant tout ce temps. J'ai deux questions. Vous parlez des associations de patients. Moi, j'ai l'impression que les associations de patients, ça devient un business. Et ça devient un business où chacun défend son cas propre ou le cas de son enfant, mais pas l'ensemble des patients. Et avec des caractéristiques spécifiques. Moi, pour l'instant, je ne m'y retrouve pas exactement. Donc, je voudrais soulever ce point de la FM Téléthon. Ok, on fait beaucoup de choses, mais toujours pour le même type de maladie, toujours l'argent va au même endroit et pas pour les adultes. Donc j'ai des questionnements sur ce sujet-là. La seconde question est concernant les médecins traitants, c'est-à-dire que les médecins traitants aujourd'hui, ou même quand on va aux urgences, personne ne connaît les maladies rares et qu'on a l'impression qu'on est très maltraité. Alors heureusement, maintenant, j'ai une carte grâce au service de M. Hermine, maladie rare, mais sans ça, comme ce n'est pas visible sur moi, on a la double peine. Donc il y a ça, et le fait aussi d'avoir, quand on dépend d'un service de maladie rare et qu'on a plusieurs syndromes différents, je dépends du service de M. Hermine concernant le SAMA, et j'ai l'air dans l'os en même temps, et j'ai probablement un autre truc au niveau du tissu conjonctif qu'on n'a pas trouvé encore, mais je fabrique des cancers, voilà quoi. Et le problème, c'est dans le soin, pourquoi les gens qui ont des cancers, ils ont des centres antidouleurs avec des kinés, avec tout au même endroit, avec tout le suivi psychologique, avec tout ce qu'il faut, et nous, on doit courir à droite, à gauche, et ça nous épuise, quoi. Ça nous épuise. Et aussi, quand on a plusieurs syndromes, pourquoi, quand on va dans un endroit et qu'on explique vraiment nos douleurs et nos spécificités, et on ne prend pas en compte toujours bien ce qu'on dit, entre autres, par exemple, quand on a les problèmes hématologiques, mais ça touche mes poumons aussi, et je m'étouffe, et j'ai vraiment des problèmes respiratoires importants, et j'ai l'impression de ne pas être toujours entendue, que ça m'épuise, quoi. Et tout ça fait que le parcours du patient, faut être vraiment des warriors. On nous demande de travailler. Alors moi, j'ai pas, enfin, bon, je pourrais avoir l'allocation adulte handicapé, mais c'est pas une vie, quoi. Donc, je préfère travailler, mais je suis de plus en plus épuisée. Donc, c'est difficile parce que déjà, on n'a pas les traitements qu'il faut. Quand on a des spécificités, moi, je fais des réactions au traitement qu'on ne voit pas. Donc c'est fatigant, tout ça, en fait. Je pense que vous en avez conscience. Hein. Vous voyez tellement de patients et tout. Je voulais dire que votre service est remarquable et je remercie les médecins, le docteur Gréco et le docteur Laurent Frenzel, voilà, qui me suivent parce qu'ils ont changé quand même ma vie. Maintenant, mon médecin traitant qui m'a toujours accompagnée, elle est quand même perdue, et heureusement qu'elle les a, mais elle est perdue, et on a l'impression que ça avance pas au niveau des médecins traitants et des urgences et tout ça. Donc voilà, c'est des questions importantes pour moi. Merci. Je pense que vous pouvez avoir des éléments de réponse. Alors il y avait plusieurs parties dans votre question. Qui souhaite répondre? Je peux répondre éventuellement un peu sur les deux parties. Sur la première partie, sur les patients, associations de patients, comme vous le dites, il y en a qui sont vraiment dans une approche très altruiste pour aider les autres,
faire bénéficier de leurs expériences, parce que ça, on s'enrichit, nous, hein, c'est un peu aussi, même le suivi à domicile, etc., ça, c'est extrêmement important. Après, dans certaines maladies, dont la vôtre et ce qu'il y a autour, il y a des gens qui vont sur Internet et qui racontent n'importe quoi, qui influencent des patients. Alors, quand c'est un peu n'importe quoi, d'accord, mais des fois, j'ai vu des choses très graves, entre guillemets, même des gens qui poussent des patients à aller au suicide assisté sur Internet, et des gens qui y vont, après qui reculent quand on dit qu'il faut payer 30 000 euros, par exemple. Donc ça, il y a des gens dangereux sur Internet, et on ne peut pas le contrôler, qui racontent n'importe quoi, donc ça, c'est un vrai danger. Après, l'autre chose qui est importante, et particulièrement dans votre pathologie, et ce qu'il y a autour, personne ne la connaissait, même les médecins qui s'en occupaient, et c'est vraiment... Un jour, hein, je me rappelle très bien, la première association de patients que j'ai faite, une réunion où il y avait à peu près une centaine de personnes dans l'amphithéâtre, où là, tout le monde a raconté des symptômes qui étaient complètement ignorés par les médecins qui voyaient un patient et qui n'y croyaient pas. Ils disaient non, mais ça, c'est n'importe quoi. Et quand vous avez 100 personnes, et à l'époque, il n'y avait pas Internet, hein, vous n'étiez pas téléphoné en disant, parce qu'on voit tout de suite hein, les patients qui viennent vous voir, qui vous disent ah oui, j'ai ça, des termes un peu douteux, on sait qu'ils les ont appris sur Internet. Mais là, vraiment, et là, on a compris un peu quel était le problème des patients. Je prends l'exemple de votre maladie. Il y a des gens qui ont plein de boutons, on les voit tout de suite. Et donc, évidemment, quand on dit « je veux un traitement qui fait disparaître ces boutons », et en fait, en interrogeant les gens, on s'aperçoit que ce n'est pas ça le problème. Pour la plupart des gens, le problème, c'est d'être malade, c'est d'être fatigué, de ne pas pouvoir travailler, avoir des douleurs, enfin, tout ce que vous racontez, etc. Mais après de ça, il y a des gens qui se prennent partie de ça pour raconter un peu n'importe quoi, qui vont voir, je suis désolé de le dire, mais des charlatans, qui font payer très cher. Et puis voilà. Donc nous, on doit contrôler tout ça. Après, quand vous dites que le médecin traitant ne connaît pas, c'est vrai, parce que nous-mêmes, les médecins, on ne connaît pas cette maladie. On fait de la recherche pour identifier des critères objectifs. Je me rappelle d'une maladie qu'on connaît bien, dont a parlé Alain Fichotte, la drépanocytose. Pendant 30 ans, alors on connaissait le gène, on connaissait la mutation de la globine. Ce qu'on voulait faire, c'était faire monter l'hémoglobine. Et les patients, de quoi ils se plaignaient? De douleurs auxquelles on ne croyait pas. On disait non, ben, c'est n'importe quoi, allez travailler, ça ira mieux. Et des patients qui souffraient vraiment. Et quand on les a examinés, il n'y avait rien à l'examen clinique. Il a fallu beaucoup d'années de recherche pour trouver des médiateurs, pour comprendre pourquoi il y avait une vraie douleur, un vrai ressenti des patients. Et aujourd'hui, tant qu'on n'a pas le diagnostic, et c'est pour ça que c'est important d'avoir des patients qui se rassemblent pour faire des tests, hein, qu'on fait cette recherche génétique, métabolique, etc., pour trouver des vrais marqueurs objectifs qui permettent de faire après un traitement adapté et arrêter qu'il y ait tout ce qu'il y a autour de nébuleux et de gens qui profitent aussi de la misère des gens et de leur souffrance pour raconter n'importe quoi. Donc ça, je tiens à le dire, il faut faire attention à tous les sites Internet. On l'a bien vu pendant la crise du Covid. Il y a plein de choses qui sont dites, qui sont fausses. Alors les gens aiment bien entendre hein, des messages. Moi, je sais ce que vous avez, je vais vous guérir, vous allez faire ça. Bon, des fois, ça marche, mais souvent, ça ne marche pas. Comme on a commencé un petit peu tard, on a encore peut-être une dernière question. Ah, pardon, allez-y. Oui, bonsoir. Bonsoir. Voilà, ma question est la suivante. Est-ce aux parents de s'adresser au centre de référence ou est-ce que ce sont les médecins qui doivent adresser la famille au centre de référence et parce que l'accès au centre de référence n'est peut-être pas évident et surtout, voilà, il est possible que des parents s'appuient sur des médecins ou sur des... Voilà, pour faire rapidement, de passer de médecin en médecin et qu'ils ne soient pas diagnostiqués. Alors qu'en fait, il faut un diagnostic pour avancer. Et quand il n'y a pas de diagnostic, bon, que fait-on? Au bout d'un certain temps, hein, je parle. Professeur Fichotte. Je pense que toutes les démarches sont bonnes pourvu qu'elles aboutissent au bon endroit, c'est-à-dire effectivement au centre de référence. Et le fait que le premier plan maladie rare ait créé ces filières et que progressivement quand même se sont organisées pour un grand nombre de maladies rares, malheureusement pas toutes, mais quand même pour beaucoup d'entre elles. Là, il y a plus de 130 centres de référence maladies rares en France. Et sur ce plan, la France est plutôt en tête, pour une fois. Ça, avec un réseau national, ça augmente les chances que le patient finisse par arriver au bon endroit. Malheureusement, il peut encore se faire que ça prenne un certain temps par méconnaissance de médecins, et c'est effectivement pas facile en plus. Les médecins ne peuvent pas connaître les milliers de maladies rares qui existent, mais donc il faut qu'ils soient attentifs et qu'il y ait des alertes qui les orientent plutôt. Mais ils peuvent se tromper, et donc ça peut prendre malheureusement du temps, même avec beaucoup de bonne volonté. Mais il y a un certain nombre de cas où ce sont les patients eux-mêmes, les familles,
qui se sont orientés. Aujourd'hui, sur Internet, vous avez accès à tous les centres de référence. Donc, c'est pas facile, et là, on a encore plus de chances de se tromper, évidemment. Mais néanmoins, si une famille arrive mieux qu'un médecin, et ça, c'est possible, à identifier l'endroit où il faut aller, tant mieux, très bien, et il faut le faire. Donc, je pense qu'il faut être pragmatique, et que toute solution qui permette d'arriver là où il faut, c'est-à-dire auprès des quelques médecins experts qui existent pour telle ou telle maladie rare en France, que ce chemin soit le plus court possible, quel que soit ce chemin. C'est terminé ? Je suis désolé. Peut-être que vous pourrez poser vos questions à la fin de la conférence aux intervenants. Voilà. Je vous remercie d'être venus aussi nombreux. J'espère que pour ceux qui ont fait les visites, vous avez appris plein de choses. Merci à vous trois d'être pour... C'était très clair, très précis, et merci beaucoup d'avoir accepté de participer.